virus herpès simplex et virus varicelle zona et leur lien avec la grossesse. Donc, je crois vous avoir déjà quand même parlé pendant le cours des problèmes que ces deux virus causent chez la femme enceinte et chez le nouveau-né. Donc, je vais vous faire quelques rappels. Je n'ai pas non plus préparé de Moodle, mais je pense que ça se passera aussi bien en interactif comme ça. Donc, pour l'herpès, quelques petits rappels. Vous savez que les deux virus, les deux types d'herpès simplex 1 et 2 sont capables de donner des infections génitales. Donc, les deux types de virus peuvent être transmis de la mère à l'enfant au moment de la naissance. Pour avoir juste un aperçu, sur le plan de la séroprévalence, on avait dit qu'à peu près 2/3 de la population adulte avait des anticorps anti-herpès 1 et 30% des primo-infections génitales à l'heure actuelle sont liées à l'herpès 1. Donc, c'est un virus qui peut être responsable de ces infections. Pour ce qui est de l'herpès 2, la séroprévalence est plus faible, 15 à 20% des jeunes adultes. La difficulté, c'est qu'en général, on ne sait pas qu'on est porteur d'un herpès génital et 30% des infections néonatales sont dues à un virus herpès maternel qui est passé complètement inaperçu. Donc, là, toute la difficulté des infections d'herpès néonatal sont liées à cette méconnaissance du fait qu'on est infecté au niveau génital. L'herpès néonatal, c'est une maladie très rare. On ne sait même pas à l'heure actuelle en France combien il y a de cas. On hésite dans les études épidémiologiques, la plupart du temps américaines, on dit que l'incidence de l'infection, c'est de 1 à 3 000 cas, 1 à 3 000 naissances, jusqu'à 1 à 20 000 naissances. On ne sait pas réellement, ça ferait peut-être quelques dizaines de cas par an en France. Mais ce qu'on sait, c'est que quand ça survient, ça peut être extrêmement grave et qu'il y a toujours une mortalité liée à l'herpès néonatal. Donc c'est pour ça qu'on insiste tellement sur cette infection. Il faut savoir l'évoquer, il faut savoir la reconnaître, il faut savoir la traiter. Parce que la mortalité, si elle existe encore, c'est tout simplement parce qu'on n'y a pas pensé, parce qu'on n'a pas su faire le diagnostic et du coup, on n'a pas traité. Alors, vous vous rappelez, je pense, j'insiste encore sur ces notions-là, ces définitions, d'une primo-infection par rapport à une infection initiale non primaire et à une récurrence. Vous vous rappelez que comme il y a deux virus, on peut soit être infecté pour la première fois par un des deux virus, on n'a aucune protection, et c'est dans ce cas-là que les infections sont transmises au nouveau-né de façon plus grave, ou bien on peut avoir déjà été infecté par un virus, en général herpès 1 au niveau oral, et puis on acquiert une infection génitale à herpès 2. Donc on a des anticorps qui protègent imparfaitement. Il y a un certain degré de protection croisée, je vous avais dit, mais elle n'est pas parfaite, cette protection, puisque la preuve, c'est qu'on s'infecte quand même par le nouveau virus. En général, les infections sont moins graves et moins facilement transmises de la mère au nouveau-né. Et puis, il y a une situation qui est beaucoup plus fréquente, qui est beaucoup plus classique, que vous verrez certainement au cours de votre activité professionnelle. Ce sont des jeunes femmes qui savent qu'elles sont porteuses d'un herpès génital, la plupart du temps un herpès 2, qui est récurrent. Et puis, au moment où elles sont enceintes, elles ont des poussées d'herpès génital. Et la question, c'est de savoir, voilà, quel est le risque pour le nouveau-né, comment faut-il les prendre en charge, comment faut-il les traiter. Alors, je vous rappelle le petit schéma que je vous avais déjà montré, qui va vraiment permettre de distinguer ces différentes situations, soit l'infection primaire ou l'infection initiale non primaire, vous isolez un virus nouveau au niveau génital, et puis il n'y a pas d'anticorps au moment où vous détectez le virus dans le sang de la patiente dirigé contre ce virus-là. Donc c'est bien une primo-infection ou une infection initiale non primaire. Et il faut distinguer ça de la situation radicalement différente pour la prise en charge, qui est la récurrence. La femme a des anticorps contre le virus, et puis elle fait pousser d'herpès génital. Et au même moment, vous détectez et le virus et les anticorps. Donc c'est juste un rappel, puisque vous l'avez déjà vu. Je vous rappelle très rapidement que l'herpès néonatal, il n'y a quasiment pas de cas de transmission transplacentaire. Ça existe. Il y a des publications, bien sûr, mais vous n'en verrez certainement pas. Même nous n'en avons vu que 1 ou 2 cas au cours de 30 ans d'activité dans le laboratoire. Donc voilà. Mais vraiment, l'essentiel de la problématique, c'est le passage au moment de la naissance, en sachant que ce qui la complique, et j'insiste là-dessus, c'est que dans 60 à 80%, on n'a aucune notion d'antécédent d'herpès génital, ni de la mère, ni du père, on ne sait rien. Alors, encore une fois, un petit rappel, vraiment je me permets de passer très vite. Rappelez-vous que les formes
qu'on va vraiment considérer avec beaucoup d'attention, ce sont les infections primaires ou les infections initiales non primaires, c'est-à-dire un nouveau virus génital proche de l'accouchement alors qu'on n'a pas d'anticorps. Pourquoi? Parce que c'est dans ces deux formes-là que le risque de transmission néonatale est élevé, très élevé. Et donc vous avez des chiffres qui vous disent de 35 à 80% ou de 25 à 30%, peu importe. Moi, si vous voulez, je considère que le risque est maximal. Donc il faut l'envisager comme de toute façon une situation d'urgence extrême. En revanche, et c'est ça qui est très important, dans les situations d'infection récurrente, quand une femme sait qu'elle a un herpès récurrent, elle a des anticorps donc contre cet herpès, et l'enfant va naître alors qu'elle aura fait une poussée au voisinage de la période de l'accouchement, le risque pour l'enfant est beaucoup plus faible. Et je vous avais déjà dit que paradoxalement, on prend beaucoup de mesures pour prévenir ces situations-là, qu'on sait parfaitement maîtriser et qui posent un risque finalement minime, et finalement on ne prend pas de mesures pour contrecarrer ces formes-là qui sont les formes possiblement mortelles. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vous avais montré cette diapositive-là ou pas. Ça vous dit quelque chose? Les formes d'herpès néonatal? Qu'est-ce qu'on a comme différentes formes? On a soit des formes qui sont purement limitées à la peau et aux muqueuses. Donc vous avez une belle photo ici qui vous montre des vésicules. En principe, les vésicules d'herpès, on les reconnaît cliniquement. Ce sont des vésicules qui sont amassées en bouquets, comme ça, sur la peau. Des vésicules à liquide clair au début, et puis le liquide se flétrit, évidemment. Et puis ça se pustulise. Mais donc, c'est des bouquets de vésicules sur peau saine. Tant que l'enfant n'a pas eu de virémie, qu'il n'y a pas eu d'envahissement au niveau sanguin ou au niveau méningé, ces formes-là sont bénignes finalement, de façon sur le plan général. Il n'y a pas de mortalité du moment que l'enfant est traité immédiatement, pris en charge par acyclovir. Le seul risque qu'a cet enfant, c'est de faire des récurrences. En revanche, il y a une deuxième forme qui est beaucoup plus grave, et c'est celle-là, en fait, qui entraîne la mortalité qu'on voit encore même dans des maternités de l'Île-de-France, et je vous assure qu'on en voit encore, tous les ans ou tous les 2 ans, 1 ou 2 cas. Donc des enfants qui font, pendant les premiers jours de vie, un sepsis inexpliqué. Et puis, on a l'habitude de chercher systématiquement des causes bactériennes à ces sepsis, mais on ne pense pas toujours à évoquer une cause virale. Donc, l'idée, c'est de commencer systématiquement à évoquer les causes virales aussi devant les sepsis inexpliqués. Donc, sepsis sans cause bactérienne, avec une cytolyse hépatique, c'est-à-dire en fait une élévation des enzymes hépatiques à laquelle il faut systématiquement penser, donc il faut la demander, il faut la rechercher. Si on a ces deux formes-là, ces deux symptômes-là, sepsis, cytolyse hépatique, il faut penser à virus. Et parmi les virus auxquels il faut penser, c'est en tête herpès simplex. Et en deuxième position, les entérovirus, c'est un peu à part. Donc ces formes-là sont mortelles si elles ne sont pas traitées, mais le pronostic a été radicalement modifié grâce au traitement par acyclovir. Et il n'y a absolument pas de séquelles si le traitement est immédiat. Donc c'est ça qu'il va falloir reconnaître. Et puis il y avait la troisième forme qui apparaît de façon retardée, la forme neurologique, avec l'apparition dans la deuxième quinzaine de vie d'une encéphalite. Donc c'est un enfant qui a tous les symptômes neurologiques qu'on peut imaginer, irritable, il convulse, il a des troubles de conscience. Et là, le diagnostic est assez simple, on pense toujours à une cause virale, on cherche le virus et on traite immédiatement, en urgence, par un traitement antiviral adapté à acyclovir. Malheureusement, je pense que je vous l'avais déjà dit, le pronostic est mauvais parce que les lésions sont irréversibles une fois qu'elles ont démarré. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire de façon systématique, c'est un interrogatoire de la femme enceinte pendant la première visite pour savoir si elle a ou non la notion d'un herpès génital. Est-ce qu'elle en a un elle-même? Est-ce que son partenaire a un herpès génital? Et si elle ne sait pas exactement, si le diagnostic n'a pas été porté, s'il y a la notion de lésion qui pourrait évoquer un herpès, il faut faire ce diagnostic au moins une fois pendant la grossesse pour savoir si oui ou non c'est ça ou si c'est autre chose. Ça peut être des infections d'autres types. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de prévenir l'acquisition d'une nouvelle infection génitale, surtout à la phase tardive de la grossesse, c'est-à-dire surtout au 3e trimestre, surtout après 34 semaines, parce qu'à partir de ce moment-là, s'il y avait une première poussée, eh bien, la femme risquerait de faire naître un enfant au moment où il y a une excrétion virale et il n'y a pas encore d'anticorps. Donc rappelez-vous l'équation, quand les anticorps sont là, c'est bon, on est protégé, relativement, au moins des formes graves. S'il n'y a pas du tout d'anticorps, on est dans une forme potentiellement mortelle. Donc, pendant la grossesse,
je pense que devant une lésion suspecte, donc imaginez une jeune femme qui se présente à votre cabinet à 25 semaines avec une lésion évocatrice d'un herpès génital, des vésicules sur le pourtour de la sphère génitale, eh bien, il faut faire le diagnostic de cette lésion et on le fait de deux façons. D'une part, un diagnostic direct pour identifier s'il s'agit bien d'herpès et de quel herpès il s'agit, herpès 1 ou herpès 2, d'accord ? Et ensuite, établir s'il s'agit d'une primo-infection, d'une infection initiale non primaire ou bien d'une récurrence, grâce à une sérologie spécifique de type. D'accord ? Donc je pense que ces éléments-là sont vraiment essentiels, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez... Parce que la plupart du temps, les femmes ne savent pas qu'elles ont déjà eu de l'herpès et elles ont une lésion nouvelle qui est plus symptomatique parce que c'est le moment de la grossesse et qu'elles sont un peu plus fragiles, entre guillemets, mais en réalité, elles ont déjà des anticorps de longue date sans qu'elles le sachent elles-mêmes. Donc si c'est une récurrence, vous êtes un peu tranquille. Et qu'est-ce que vous aurez à faire dans ces cas-là ? Eh bien, en France, ce qu'on fait, c'est qu'on traite les lésions, on traite l'herpès génital de la femme enceinte avec du Zélitrex, du valacyclovir, donc, à une dose de 2 comprimés de 500 mg par jour pendant 5 jours. Donc rappelez-vous que ce traitement n'est efficace que s'il est administré très très vite après le début des lésions, parce qu'en règle, ça ne raccourcit la durée des lésions que d'une journée à peu près. Okay. Alors maintenant, la deuxième chose, c'est qu'on sait que la femme a un herpès génital récurrent. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle arrive à 24-25 semaines, vous avez établi le diagnostic d'une infection récurrente, elle a les anticorps, elle a fait une poussée à 25 semaines. Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour la suite ? On sait que la période à risque quand même, c'est la période de l'accouchement. Alors, est-ce qu'on prévoit une césarienne dans tous les cas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va lui proposer ? Qu'est-ce qu'on va lui dire à cette femme ? Vous prévoyez une césarienne ? Bon, une césarienne, si, dans une condition quand même. Alors voilà, il y a deux options en effet, c'est de lui dire écoutez, on va laisser venir et on verra. Si vous faites une poussée d'herpès génital en France, sachez qu'on fait une césarienne, mais on ne la fait pas systématiquement dans tous les pays, en particulier les pays anglo-saxons, puisqu'on sait que le risque est finalement que d'environ 1% d'herpès néonatal et qu'en plus, ça sera en général des formes limitées et pas des formes disséminées, fulminantes. Donc on évalue avec la femme, enfin dans les pays, vous savez, où on laisse les patients prendre les responsabilités, on se décharge un peu aussi de la responsabilité. En France, on prend la décision et on dit à la femme que si elle fait une poussée au moment de l'accouchement, alors elle aura une césarienne pour éviter ce risque même minime. Et la deuxième option, c'est ce que vous avez dit, on peut proposer un traitement. À partir de quand le propose-t-on ? Elle est à 24 là, elle a eu un traitement de 5 jours pour simplement nettoyer les lésions. Qu'est-ce qu'on va lui proposer ? Combien ? 36 semaines, c'est-à-dire en fait pendant les dernières semaines avant, oui, avant le terme théorique de 40, avant ce terme-là, pendant les 4 dernières semaines, on peut proposer un traitement préventif, mais sachez qu'en fait ce traitement n'a pas prouvé son efficacité pour réduire l'incidence de l'herpès néonatal. Donc c'est effectivement une recommandation des obstétriciens. Bon, ça peut être une recommandation, mais elle n'est pas absolument formelle. Elle est encore en évaluation parce que ce qu'on sait de ce traitement, c'est que quand il est administré aux doses auxquelles il est administré habituellement, il diminue en réalité l'excrétion virale, mais il ne la supprime pas complètement. Et d'un, d'accord. Deuxièmement, on n'a aucune preuve que ça diminue vraiment l'incidence de l'herpès néonatal. Or, c'est ça qu'on veut faire. Rappelez-vous que ce qu'on veut, c'est pas forcément diminuer seulement l'herpès de la mère, mais c'est diminuer l'incidence de l'herpès néonatal. Et on n'a pas de preuve que ça le fait. Et troisièmement, je pense vous avoir dit qu'il commence à y avoir quelques publications qui font état de résistance, en fait, dans des formes d'herpès néonatal avec des souches résistantes au traitement antiviral. Donc actuellement, c'est encore en cours d'évaluation, mais c'est une pratique qui est générale, effectivement, parmi les obstétriciens, de recommander ce traitement à partir de 36 semaines. Alors, en fait, il faudrait donner 2 comprimés par jour. On donne 1 comprimé par jour, mais c'est effectivement une très mauvaise prescription parce qu'elle ne permet pas d'écréter complètement l'excrétion. Voilà. Alors, donc, une femme enceinte de 30 semaines
consulte pour une récurrence herpétique génitale. Donc, elle pense que c'est une récurrence herpétique génitale. Qu'est-ce qu'il faut adopter comme conduite? Eh bien, on l'a dit, en principe, il faut faire le diagnostic. Et donc, actuellement, les recommandations qui viennent de paraître disent la chose suivante. Si l'herpès a déjà été diagnostiqué avant la grossesse, et si les lésions sont absolument typiques, ou que la femme a des symptômes habituels, qu'elle décrit toujours identiques, eh bien, les recommandations qui viennent de paraître en décembre, là, disent que ce n'est pas utile de faire le diagnostic virologique. Ça n'est utile de le faire que s'il n'y a pas eu de diagnostic formel, ou bien si les lésions ne sont pas typiques. Donc, dans ces cas-là, on recommande en effet de faire le prélèvement pour l'isolement viral. Et moi, je recommanderais de faire quand même la sérologie spécifique de type, même si ça n'est pas dans les recommandations officielles. D'accord? Voilà. Donc, ça permettra de confirmer l'ancienneté. Donc, on traite effectivement à la cyclovir. Et là aussi, j'insiste pour dire que voilà, c'est à discuter avec la patiente, puisqu'il y a certains pays qui considèrent que ces molécules, qui sont des analogues de nucléosides et qui n'ont pas effectivement d'effets tératogènes prouvés dans les registres actuels, on pourrait quand même être précautionneux parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment de cas, et donc c'est à discuter en fonction de la sévérité des lésions et en fonction finalement du souhait de la patiente. En pratique, en France, sachez que les traitements sont largement administrés. Voilà. Donc, la conduite à tenir pour la suite de la grossesse, c'est de savoir que peu importe ce qui s'est passé 4 semaines avant l'accouchement, 3 semaines avant l'accouchement, 2 semaines avant l'accouchement, même 1 semaine avant l'accouchement, la seule chose qui compte, c'est ce qui se passe au moment même de l'accouchement. L'excrétion à ce moment-là, d'accord? Et donc, en fait, ce qu'on veut vraiment éliminer, l'objectif de cette conduite, c'est de supprimer cette excrétion-là juste au moment de l'accouchement, vraiment en ne tenant pas compte de ce qui s'est passé avant, et tout ça dans un seul but, c'est de diminuer le nombre de césariennes qu'on pratique justement encore systématiquement en France, et ça c'est une recommandation nationale, officielle, en tout cas française. Voilà. Donc les études en cours de traitement préventif, donc de comprimés, à partir de 34 semaines, alors 34, oui j'avais dit 36 tout à l'heure, c'est 34 semaines d'aménorrhée, ça n'exonère pas de faire un examen au moment du travail, c'est vraiment important quand on sait que la femme a été sujette à de l'herpès, de l'examiner et de refaire un prélèvement au moindre doute. Et en fait, ce qu'on va dire aussi aux parents, et donc ça c'est quand même aussi de l'ordre de la médecine générale finalement, c'est que admettons que cette femme n'ait pas eu de lésion symptomatique visible au moment de l'accouchement, elle peut quand même avoir excrété du virus sans qu'on s'en soit rendu compte. D'accord ? Donc, quand elle revient à la maison avec son nouveau-né, il faut qu'en fait, lui soit transmise une feuille de recommandation, de conseil pour prendre en charge de façon attentive son nouveau-né et faire attention à certains signes qui sont des signes suspects d'herpès néonatal. D'accord ? Et tous ces signes, donc, sont les signes des vésicules, dont on a déjà parlé, un larmoiement ou une rougeur oculaire, une perte d'appétit, une somnolence, etc. Un ictère, bien sûr, des hémorragies, ça ne fait pas de doute, des convulsions, et puis une anomalie de la température. Donc ces recommandations, elles doivent être suivies pendant environ 30 jours, voire même 45 jours, en sachant que l'herpès néonatal peut survenir à distance de la période de l'accouchement. C'est pour ça aussi qu'on vous en parle, c'est que ce n'est pas une problématique qui est limitée en fait à la maternité, c'est une problématique aussi qui peut survenir de retour à la maison. Voilà. Donc, c'est des rappels finalement, mais j'espère que ça fixera les choses. Donc maintenant, en ce qui concerne la varicelle, je vous avais dit qu'il y avait trois risques de la varicelle pendant la grossesse. Pour la femme enceinte, un risque plus élevé parce qu'elle est adulte. Un risque de transmission au fœtus, mais qui est relativement rare, avec 1% c'est-à-dire une femme pour 100 femmes qui font la varicelle pendant la grossesse, risque d'avoir un enfant avec une varicelle congénitale. D'accord ? Et puis, on avait bien parlé en fait du risque de transmission périnatale dans les jours qui encadrent finalement l'accouchement, c'est-à-dire que si la varicelle se déclare dans les jours qui précèdent ou les jours qui suivent, en gros la fenêtre -5 à +2, alors il y a une virémie maternelle, il y a un risque de passage au moment des échanges entre le sang maternel et le sang néonatal. Et comme il n'y a pas eu encore de passage des anticorps,
il y a une mortalité possible de 30%. Et donc ça aussi, ce sont des situations qui peuvent survenir au retour de la maternité, puisque maintenant les femmes elles reviennent à la maison au bout de 2 jours. Et donc si une femme qui vient avec son bébé dans les bras déclenche des boutons de la varicelle, attention, il faut là donc mettre en place des stratégies de prévention chez l'enfant. Donc je vous rappelle le petit schéma que j'avais déjà montré avec cette période très dangereuse, puisque ça associe une virémie avec charge virale élevée et l'absence d'IgG protecteur. Donc c'est dans cette zone-là qu'il y a un risque s'il y a une naissance. Donc ça, je pense que je vous l'avais montré, la prophylaxie post-exposition. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, admettons qu'une femme revient de la maternité, le bébé dans les bras, il est parfait, il va parfaitement bien, et elle déclenche, elle a des vésicules qui apparaissent sur le tronc, voilà, elle a des vésicules qui apparaissent sur le tronc. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment? Non, elle est plus enceinte, elle revient avec son bébé à la maison, là. Comment? Justement, mais en fait, vous savez qu'elle déclenche. Vous savez quand elle a accouché exactement. Vous connaissez la date de l'accouchement. Ça, c'est une date qu'on retient. Vous savez qu'elle a accouché, d'accord, 2 jours avant. Elle a accouché 2 jours avant. Elle est déjà de retour à la maison et elle déclenche. Elle commence à avoir des petits boutons. Elle rentre à la maison et elle voit apparaître les petits. Je vous assure que c'est quelque chose qu'on peut voir. Hein. Elle voit au moment où elle revient à la maternité, tout se passait bien, il n'y avait rien. Et puis elle commence à développer des vésicules. Qu'est-ce que vous devez faire? Elle a des vésicules qui apparaissent sur le tronc. D'abord, qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous devez savoir ce que c'est. Donc, faire le diagnostic. Comment est-ce qu'on peut faire le diagnostic? Voilà, très bien, PCR. Mais enfin, vous l'interrogez aussi pour savoir s'il y a une possibilité de contage. D'accord? Si, par exemple, à la maison, il y avait 15 jours avant un grand frère qui avait la varicelle, et qu'on n'avait rien fait, ou bien s'il y avait dans l'entourage ou à la maternité ou que sais-je, la varicelle, voilà. Donc vous l'interrogez pour savoir s'il y a une notion compatible avec la varicelle. Cliniquement, vous regardez si les lésions sont compatibles et elles sont très caractéristiques, et vous en faites le diagnostic rapidement. Et puis, quand vous suspectez que c'est ça, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour... Enfin, à quoi vous pensez donc? Au risque néonatal. Donc vous savez que c'est l'enfant qui est à risque. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire chez l'enfant? Traitement prophylactique à base de quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme type de traitement prophylactique pour la varicelle? Qu'est-ce qui existe comme traitement prophylactique? Comment? Un vaccin? D'accord. Donc, le vaccin, qu'est-ce que c'est comme vaccin? Ça fera un petit tour de révision. Un vaccin vivant atténué. Donc, est-ce qu'on peut administrer un vaccin vivant atténué à un enfant de 2 jours? Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez cet enfant de 2 jours? On lui administre les immunoglobulines, d'accord. Et est-ce qu'il y a besoin de faire un autre traitement à cet enfant? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme autre traitement? Un traitement antiviral. Donc, est-ce qu'il est nécessaire d'associer un traitement prophylactique par immunoglobuline et un traitement antiviral par acyclovir? Ben non. D'accord. Vous vous dites ben non, mais il y a beaucoup de pédiatres qui pensent ben oui. Et donc, il y a encore beaucoup de gens qui administrent effectivement à la fois les immunoglobulines et le traitement antiviral, alors que ça ne fait absolument pas partie des recommandations. Voilà. Donc, alors, oui, une chose qu'on a oubliée aussi, donc c'est très bien, vous allez vous occuper de l'enfant. Mais rappelez-vous que la mère, elle a accouché à la maternité la plupart du temps. Et vous savez qu'en fait, elle a développé les vésicules de la varicelle à son retour de la maternité. Mais qu'est-ce qu'on sait sur la varicelle? À partir de quand est-on contagieux? 48 heures avant. C'est-à-dire qu'au moment où elle a accouché, elle était contagieuse. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Avertir la maternité. Avertir la maternité que cette femme qui est maintenant de retour à domicile a pu contaminer son entourage puisqu'elle était déjà, elle excrétait déjà du virus avant même d'avoir les lésions symptomatiques. Alors, l'histoire des immunoglobulines que je vous ai dit, en fait, elles sont très efficaces et vraiment bien tolérées. La seule chose, c'est qu'il y a encore des détracteurs parce qu'en fait, ça ne supprime pas complètement le risque de varicelle, c'est-à-dire une petite éruption peut quand même survenir chez l'enfant, mais on est sûr d'une chose, c'est que ça supprime complètement les formes graves. D'accord ? Donc, s'il y a survenu
après les 14 jours d'incubation, de quelques lésions vésiculeuses chez l'enfant. Il ne faut pas non plus s'affoler. C'est l'échappement minime, finalement, au traitement par immunoglobuline. Mais en tout cas, on est sûr qu'on éliminera une forme grave. Donc, à ce moment-là, éventuellement, se posera la question éventuellement d'un traitement antiviral curatif. Alors ensuite, pour ce qui est des questions qu'on pose très souvent, est-ce que la mère peut quand même allaiter et est-ce qu'elle peut être en contact avec son enfant? Donc vous savez qu'elle excrète le virus par voie respiratoire. Donc on recommande, ça c'est des bonnes pratiques, mais c'est plutôt en fait de ce qu'on dit, si vous voulez, en milieu pédiatrique, qu'il est toujours préférable de préserver les relations entre la mère et le nouveau-né en prenant des précautions, plutôt que de séparer la mère de son nouveau-né, ce qui est de toute façon quasiment toujours impossible. Et donc, en fait, on recommande quand même de poursuivre l'allaitement, éventuellement avec un tire-lait, sauf s'il y a évidemment des vésicules absolument partout, y compris dans la région périmamelonnaire. Mais autrement, on recommande quand même d'autoriser l'allaitement avec des précautions et de ne pas séparer la mère de l'enfant. Alors maintenant, imaginons... Oui ? Alors, c'est ça. Alors, de toute façon, il ne l'intègre pas. C'est une excellente question. C'est-à-dire qu'en fait, s'il a un traitement prophylactique, en principe, le virus est neutralisé dès son entrée dans l'organisme et en principe, il ne devrait pas persister à l'état latent. Si vraiment le traitement est très efficace, s'il a été fait immédiatement. Le but des immunoglobulines, c'est de neutraliser complètement. En réalité, justement, on n'a pas assez de recul. Il faut quand même prendre la précaution de vérifier, justement, à distance, par une sérologie, s'il a été infecté ou pas. En pratique, on ne le fait jamais. En pratique, on ne le fait jamais. Alors maintenant, la deuxième situation, admettons que cette femme, vous la suivez dans votre cabinet en ville, et puis elle arrive à 36 semaines, en principe, le terme quand même, c'est dans 4 semaines, et elle fait la varicelle à 36 semaines. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous lui donnez comme information déjà? Quel est le risque pour l'enfant? Et qu'est-ce qui va se passer? Elle ne fait pas la varicelle à 2 jours en rentrant de la maternité, elle l'a fait à 36 semaines, 4 semaines avant l'accouchement. Quel est le risque là? Donc il y a un risque pour elle, effectivement, de faire une varicelle plus grave puisqu'elle est une femme adulte. Donc on aura tendance quand même à la traiter, cette femme-là. D'autre part, ce qu'on craint, c'est quoi? Que l'accouchement, la gravité de l'accouchement, ce sera dans quelle période par rapport au déclenchement de cette varicelle? Comment? C'est ça, si ça se fait dans les quelques jours qui suivent, à ce moment-là, elle n'aura pas encore eu le temps de transmettre les anticorps et donc il y a un risque pour l'enfant. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire le plus possible, c'est d'une part de traiter la mère pour diminuer la charge virale, supprimer le risque aussi qu'il y ait une virémie élevée si elle a couché de façon prématurée. D'accord? Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaye de retarder l'accouchement, c'est-à-dire qu'en fait, si elle commence à avoir des contractions, etc., on essaye de retarder le plus possible. Elle est hospitalisée et on retarde, parce que ce qu'on sait, c'est que si l'enfant naît dans les plus de 15 jours après le début de l'éruption, il n'y a aucun risque pour lui. S'il naît entre 5 et 15 jours après l'éruption, il a un risque de faire une varicelle minime, parce qu'il aura reçu une dose insuffisante d'anticorps et puis une virémie encore persistante. Et puis, si elle accouche dans les 5 jours, on se retrouve dans la situation précédente. D'accord? Et à ce moment-là, il y a un risque de forme extrêmement grave. Donc, dans ces cas-là, il faudra anticiper aussi la demande des immunoglobulines pour pouvoir prévenir l'infection chez le nouveau-né. Donc, si elle est en fin de grossesse, si vous voulez, la stratégie, c'est il faut faire patienter le plus possible, faire attendre le plus possible avant l'accouchement, traiter par antiviraux cette fois-ci pour diminuer la charge virale et éviter la naissance en contexte de virémie élevée. Voilà. Donc, je crois que les parasitologues sont déjà arrivés. C'est à peu près tout ce que je voulais vous redire sur ces infections. Est-ce que vous avez des questions ?